Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Coralie et je suis accompagnée de Joël. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire livrer des produits digitaux de valeur au bon moment. Comment aligner équipe, budget et objectifs business. On va passer environ 45 minutes ensemble et on va essayer de vous apporter le maximum d'outils et d'exemples concrets que vous pourrez utiliser dès demain dans vos entreprises. Pour des raisons pratiques, ce webinaire a été préenregistré, mais Joël et moi sommes présents dans le chat et nous allons tout au long de ce webinaire vous poser quelques questions, répondre aux vôtres, donc n'hésitez surtout pas à nous faire part de toutes vos remarques et vos questions dans le chat. Ce webinaire sera également envoyé en replay sous 24 heures et à la suite, on vous enverra également une liste des outils qu'on aura évoqués ensemble, Joël et moi. La liste des outils, leur nom, des liens utiles, dans quel cadre les utiliser, que vous ayez toutes les armes pour être efficace dès demain. Pour une petite présentation, donc je m'appelle Coralie Déliac, j'ai un peu plus de 6 ans d'expérience en tant que Product Owner et Product Manager dans différentes entreprises. J'ai par exemple participé au lancement du site de e-commerce Anetatmo. J'ai également travaillé sur un produit full back-end chez Decathlon. J'ai rejoint aussi Good Days, qui est une société de SaaS B2B. Et je suis désormais chef de projet à Calliope depuis un petit peu plus de 3 mois. Et je suis donc ravie d'animer ce webinaire avec Joël, ici présente. Alors bonjour, effectivement, moi c'est Joël, je suis maman de 2 grands-enfants de 15 et 18 ans et c'est naturellement que j'ai accepté de co-animer ce webinaire aux côtés de Coralie. On occupe les mêmes fonctions au sein de Calliope. Alors, mon parcours professionnel, il est un peu différent. Moi, il s'est construit dans le monde des éditeurs de logiciels principalement autour du domaine du retail et de la santé. J'ai occupé plusieurs postes. J'ai commencé par des tests manuels, puis comme j'avais un background un peu technique, je suis passée ingénieure en automatisation des tests. Et enfin, j'ai été responsable qualité. Et avec le boom des méthodes agiles, j'ai ensuite pu intégrer un poste de Agile Master et également Product Owner, parce que je connaissais quand même bien les solutions logicielles qu'on développait au sein de ces entreprises. En mai 2020, j'ai rejoint Calliope en tant que chef de projet et j'avais l'envie de me rapprocher des clients et de découvrir une diversité de métiers en fait qui sont amenés par nos clients. Alors, si j'ai choisi Calliope, c'est pas uniquement pour ces raisons-là, c'est aussi parce que je partage pleinement ses valeurs et son approche du numérique. Concrètement, Calliope, c'est quoi l'approche? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un peu résumer. Calliope est un partenaire digital conçu pour accompagner les entreprises et organisations dans leur transformation numérique. Notre objectif, créer des expériences numériques uniques. Ce qui fait notre force, c'est cette capacité à fusionner plusieurs expertises comme le consulting métier, l'expérience utilisateur et technologie. On intervient du début de la chaîne en cadrage stratégique jusqu'à la fin au déploiement à grande échelle. On ne considère pas notre société comme un simple prestataire. On travaille vraiment en co-construction avec nos clients pour établir une feuille de route digitale alignée sur les enjeux business. Alors, intégrer Calliope, comme je l'ai dit, c'est aussi partager des valeurs fortes. Il y a un fort engagement pour un numérique plus durable, c'est quelque chose que je tiens à souligner. On est fiers d'être labellisé numérique responsable. Nous avons également adhéré à la charte Planète Tech Care pour réduire notre impact environnemental numérique. C'est le message que je voulais faire passer. Et au-delà de l'environnement, on a également un engagement social fort, égalité professionnelle, inclusion, soutien aux écoles et associations. Alors, chez Calliope, on croit que la performance d'une entreprise, elle passe aussi par son impact positif sur la société. Voilà, je vous ai présenté Calliope en quelques minutes et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet.
pendant ce temps qu'on va passer ensemble, on va challenger notre façon de penser et explorer ensemble comment livrer des produits digitaux qui apportent réellement de la valeur. Alors, prêt à repenser votre approche, c'est parti. Alors, pour un petit aparté et justement avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager comment on a vécu la construction de ce webinaire avec Joël, parce qu'on a failli le rater, ce webinaire, donc pas tant sur l'organisation, sur les délais, les livrables, ces slides, etc., mais sur la valeur qu'on voulait transmettre et vous apporter. Quand on a eu l'occasion avec Joël de travailler sur ce webinaire, on est assez vite rentré dans des recherches de définition, de concepts très théoriques, jusqu'à un moment se poser la question, bon, en fait, quelle est la valeur qu'on veut vraiment apporter à nos auditeurs? Et c'est là qu'on s'est fait la remarque, bon, si on travaille de telle façon avec nos clients, il n'y a pas de raison qu'on ne l'applique pas à nos propres projets comme à ce webinaire. Et on a du coup travaillé avec certains de nos clients justement pour leur proposer des titres de webinaire, pour itérer avec eux sur quel était le titre qui leur paraissait le plus pertinent, et avec ça en déduire ce qu'on pouvait vous apporter et qui ait le plus de valeur possible. Le fond de cette réflexion, c'est livrer pour livrer, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est surtout livrer quelque chose qui a de la valeur et qui va apporter à nos auditeurs. C'est tout l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, et c'est ce qu'on va du coup explorer ensemble tout au long de cette présentation. Comment aligner équipe, budget et objectif business pour maximiser l'impact et apporter de la valeur. Alors oui, merci Coralie, j'ai vraiment pris du plaisir à partager ce webinaire avec toi et ça a été une aventure, on peut le dire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est d'appliquer nous-mêmes les principes qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors, notre promesse, elle est simple. Pas de longue définition, pas de slides théoriques, juste des exemples, des bonnes pratiques et des recommandations concrètes que vous pourrez, j'espère, appliquer dès demain. Alors, comment on va avancer ensemble? D'abord, on verra pourquoi il est essentiel de changer de perspective en mettant le focus sur la valeur. Ensuite, on vous donnera les 5 piliers qui pour nous sont essentiels pour maximiser l'impact de vos produits digitaux. Et enfin, on verra quels sont les pièges classiques qu'il faut éviter et on essaiera de vous proposer 3 mesures concrètes à essayer à intégrer directement dans votre to-do list. Si vous repartez avec ces éléments en tête que vous pourrez appliquer rapidement, alors pour nous, ça sera mission réussie. Mettons-nous en marche. Voilà pourquoi il est essentiel de repenser notre approche en se focalisant sur la valeur. Donc, on a souvent le réflexe de se dire, plus on livre en quantité, plus on livre vite, meilleure est notre efficacité et mieux on réussit. Or, c'est tout ce qu'on va essayer de démentir aujourd'hui. Livrer vite, remplir la roadmap, sortir feature après feature, ça n'a pas de valeur. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est justement faire la course au nombre de fonctionnalités, faire la course au nombre de déploiements qu'on va faire par mois, et oublier dans tout ça quel est l'impact qu'on apporte réellement. Donc, le premier message qu'on voudrait vous faire passer aujourd'hui, c'est il faut se poser la question à chaque fois qu'on va lancer un nouveau déploiement, une nouvelle feature, est-ce que cela génère réellement de la valeur? Est-ce que je serai capable de mesurer l'impact que ce déploiement va avoir sur mes utilisateurs ou sur mon business? Et arrêter de vouloir juste, entre guillemets, lister feature après feature, emmagasiner un backlog gigantesque et plutôt bien se focaliser sur chaque feature que je sors, elle a été travaillée, elle a été pensée pour répondre à des objectifs, que ce soit pour mon business ou pour mes utilisateurs. Alors effectivement, livrer moins, mais mieux, prioriser la valeur plutôt que la quantité, c'est tout l'enjeu. C'est une approche qui fait sens et qui apporte de réels bénéfices. Mais cela, ça ne signifie pas qu'il faut ignorer les contraintes projet. Livrer de la valeur, c'est aussi aligner les objectifs produits avec ces contraintes, tout en s'assurant que chaque décision contribue réellement
aux résultats attendus pour réussir. Produits et projets doivent avancer ensemble. On entend souvent cette opposition mode projet vs mode produit. C'est d'ailleurs le titre initial qu'on avait pensé avec Coralie initialement, mais finalement, on n'était pas convaincus. Ça sous-entendait beaucoup que les deux étaient incompatibles, alors qu'en réalité, le produit ne peut pas exister sans projet, et un projet, il ne peut pas être efficace sans une vision produit claire. Dans 95% des cas, un produit digital, il évolue bien sûr dans un cadre d'exécution qui est le projet, les délais, un budget, des équipes disponibles. Et l'objectif, ce n'est pas de livrer un produit parfait en ignorant ses contraintes. Il faut bien sûr aligner les deux. Quand un produit et un projet ils sont bien alignés, chaque décision, en fait, elle devient plus simple. On priorise ce qui a le plus d'impact et on respecte le cadre fixé. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre et de ne pas sacrifier l'un ou l'autre. Alors, pour cela, trois petites idées et trois améliorations en fait pour les équipes qui sont concernées, surtout parce que j'ai envie de dire que les équipes produits, elles vont savoir où elles vont pas être bloquées par des contraintes rigides, elles seront plus autonomes, les objectifs seront clairs, elles pourront se concentrer vraiment sur ce qui a créé de la valeur. Les équipes projets, elles vont garder une maîtrise des risques, des coûts, du budget et intégrer quand même un peu de flexibilité. Chaque investissement, il est ainsi justifié par un retour sur investissement. On ne dépense pas pour livrer plus, on investit pour maximiser l'impact. Et finalement, qui bénéficie le plus de ces méthodes-là? C'est les utilisateurs, j'ai envie de dire, finalement, la solution, elle va répondre vraiment à leurs attentes. Ils vont pas recevoir un produit qui est figé et qui a été décidé il y a 1 an, 2 ans. On va livrer un produit qui signifie moins de fonctionnalités inutiles, plus d'efficacité et donc le produit sera adopté plus naturellement. Alors concrètement, comment on peut parvenir à ce qu'on vient de résumer précédemment? Comment on va s'assurer que les équipes elles sont alignées, que le budget elle est bien investi et que chaque action génère vraiment un impact réel. C'est ce qu'on va voir à travers 5 piliers essentiels qu'on souhaiterait vous partager, qui permettent pour nous de structurer une approche produit efficace et de garantir que chaque décision elle contribue réellement à la création de valeur. Donc le premier de ces 5 piliers qu'on veut partager avec vous et qui nous semble essentiel, c'est avoir une vision produit partagée. Une vision, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase courte qui répond à la question « Pourquoi ce produit? Pour qui et dans quel but ?» La vision, c'est souvent ce que vous pouvez aussi retrouver comme un mantra un petit peu des entreprises. Cette vision, vous pouvez l'appliquer à tout niveau, que ce soit au niveau de la feature, du produit, du projet, de l'entreprise. C'est savoir exactement pourquoi on fait quelque chose pour répondre à quels besoins et qui sont nos utilisateurs. Une vision produit claire, ça permet d'aligner vos équipes, ça permet de gagner en cohérence, ça permet de décider facilement, de prioriser. Ce sont des choses sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard dans le webinaire. Et le risque de ne pas avoir cette vision claire et de ne pas l'avoir travaillée, c'est de pouvoir avoir des interprétations différentes au sein de plusieurs équipes. Par exemple, un désalignement du design ou de choix UX. On peut avoir des difficultés à prioriser. Quand on a plusieurs équipes qui ne vont pas dans la même direction, on peut prioriser différentes choses et c'est un gros risque de perte d'efficacité. Autre chose qui m'est déjà arrivé de voir, c'est un désengagement des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à surmonter et qui arrive très fréquemment quand on ne sait pas exactement où on va. Avoir des équipes de développeurs qui ne savent pas pourquoi ils développent quelque chose, qui se disent que ça n'a pas forcément de sens, qui se disent que eux-mêmes en tant qu'utilisateurs, est-ce qu'ils utiliseraient vraiment ce truc-là, qui sortent des features qui ne sont pas utilisées. Donc le désengagement des équipes, c'est un très gros risque et avoir une vision claire, ça permet d'éviter de tomber dans ce travers-là.
Et enfin, ne pas avoir cette vision produit, ça peut apporter également des difficultés à convaincre, que ce soit pour aller obtenir des budgets, que ce soit pour avoir du soutien interne ou pour engager justement les équipes et la direction vers ces idées. Pour donner un cas concret de travail de la vision que l'on a fait avec Calliope et pour un de nos clients, je vais prendre l'exemple d'un fabricant de croquettes et de produits vétérinaires avec lequel on a travaillé. Le besoin est venu d'un besoin technique en réalité de migration de plateformes vieillissantes. Il s'agissait de fusionner leur site institutionnel et leur site de e-commerce pour n'en faire qu'un seul. Ce qu'on a apporté avec Calliope, c'est se poser la question, d'accord, on refait le site, mais pourquoi Qui il va servir? Quels sont vos utilisateurs? Quel est votre objectif business derrière ce site? Le refaire techniquement parlant, c'est bien, mais quitte à refaire un site, autant se poser toutes ces questions et en tirer le maximum d'impact et de ROI finalement. Ce qu'on a travaillé avec ce client-là, c'est un Product Vision Board. Donc, au travers d'un atelier, on a accompagné ce client pour filtrer l'ensemble des fonctionnalités qu'ils avaient sur leur site, mais aussi l'ensemble de leurs cibles. Ce sont des sites qui avaient tendance à adresser plusieurs clients différents, donc que ce soit des propriétaires de chiens et chats, mais aussi des vétérinaires, tout comme des fermiers. Disperser sa cible, c'est avoir le risque d'avoir un produit qui ne va pas bien répondre à aucune des cibles en réalité. Donc c'est là où Calliope a su les accompagner ses clients. Donc au travers d'un Product Vision Board, on a justement déduit cette phrase très impactante et très courte qui va répondre à pour qui, pourquoi et dans quel but. Plusieurs outils peuvent servir à travailler la vision. Donc, j'ai cité le Product Vision Board, mais il y en a d'autres. Il y a le Lean Canva, il y a les OKR, donc pour pouvoir se définir des objectifs clairs à atteindre et motiver ses équipes. On peut aussi parler des personas et des Customer Journey. Donc là, j'avais parlé des propriétaires de chiens et chats, des vétérinaires et des fermiers. Qui sont vraiment les personas qu'on souhaite atteindre et quel va être leur parcours sur notre site. Et pour conclure sur ce premier pilier, la vision est une phrase qui doit être partagée par toutes les équipes pour assurer un bon alignement. Elle doit être comprise par toutes et avoir une bonne vision va aider toutes les équipes à prioriser, à s'aligner et à aller tous dans le même sens. Alors oui, merci Coralie pour cette première étape qui, je pense, est essentielle dans la construction d'un produit par la valeur. J'ai envie de dire la deuxième étape et le pilier essentiel, ça va être ensuite de prioriser par la valeur. Alors souvent, en tant que product owner aguerri ou chef produit, marketing, on n'a aucun mal à remplir un backlog de user story. Par contre, en revanche, quand vient le moment de les prioriser, c'est là que ça se corse un peu. Concrètement, par où on peut commencer? On peut partir de notre backlog ou du story map, ça peut suffire. À ce stade, les US, elles n'ont pas besoin de détails précis, mais les sujets, ils doivent quand même être présentés sous une approche smart et ils doivent pouvoir être argumentés oralement. Afin de répondre aux questions que pourraient pousser les différents interlocuteurs qui vont travailler sur cette priorisation. L'exercice ensuite, il va être de définir pour chaque US l'impact business et également l'effort pour y parvenir. C'est important d'avoir les deux. Pour l'impact business, on peut utiliser plusieurs méthodes à disposition. Moi, j'aime bien les classifications simples type Moscou et comme je suis un peu mathématicienne, j'aime bien aussi ce qu'on appelle le score d'opportunité. Voilà, ça se calcule avec des échelles de 1 à 10 et on va confronter en fait plutôt la valeur de l'impact au coût. Alors l'impact, on peut le calculer avec 3 échelles. On va peut-être voir l'impact utilisateur, dans quelle mesure la solution elle résout le problème de l'utilisateur. Un impact aussi interne peut être intéressant à prendre en compte, dans quelle mesure cette solution en fait elle aide l'entreprise et les collègues à atteindre les objectifs. Et bien sûr l'impact business qui a le plus de valeur, dans quelle mesure la solution va générer des revenus supplémentaires. On va affecter en fait un score de 1 à 10 pour les 3 qu'on va additionner et on va le confronter,
faire un ratio avec le coût pour pouvoir obtenir en fait un chiffre de scoring. Plus il est important, plus l'US aura le plus de valeur. Alors la valeur, effectivement, sert pas que pour prioriser. La complexité de réalisation, elle doit aussi rentrer en jeu. Pour cela, on a aussi également plusieurs échelles applicables, comme RICE, je ne sais pas si vous connaissez, Reach, Impact, Confidence, Effort. Chez Calliope, on utilise beaucoup les tailles de t-shirt SML, XL. Et pour notre indice d'opportunité que je parlais avant, on garde une échelle aussi de 1 à 10 pour le coût, pour avoir un chiffre à la fin. La logique ensuite, c'est de privilégier toujours les US qui ont le plus de valeur et qui ne coûtent pas cher à produire. Ainsi, on s'assure de livrer d'abord ce qui apporte de la valeur, et en cas de budget atteint, on peut se permettre de déprioriser, de reporter les sujets vraiment essentiels et de prendre les bonnes décisions. Alors, je vous mets dans le chat d'autres méthodes de calcul qui peuvent être plus adaptées à votre contexte. Il n'y a pas forcément de méthode plus recommandée. À vous de choisir celle qui vous parle le plus. Vous pouvez en tester aussi plusieurs pour trouver la bonne. Alors, comme cas pratique, je souhaitais vous présenter une petite success story qui a été réalisé avec un client qui est venu nous voir et sur lequel on a travaillé son MVP pour qu'il soit atteignable. Et l'idée, c'est de travailler la priorité en début de projet, mais également en continu sur le projet. En effet, on a eu un projet de refonte d'un site B2C international dans le secteur industriel, ça, il y a 2 ans. Il n'y avait pas de souci au niveau de la vision client, c'était clair et aligné. Par contre, dès les premiers ateliers, on a été confronté à un défi classique, c'est-à-dire qu'on avait des maquettes qui n'étaient pas représentatives du backlog. Et quand on a fait l'atelier story mapping, en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de fonctionnalités et beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé initialement. Même si le budget il était important, il n'était pas extensible. Donc, il y avait un besoin en fait de se recentrer sur un MVP qui était beaucoup plus atteignable et qui correspondait plus au budget qu'on s'était fixé initialement. En plus à cela, il y avait des besoins qui pouvaient remonter des différentes marques et pays a posteriori. Donc, pour pouvoir tenir nos engagements, on est parti du story map. On a défini la valeur de chaque US avec Moscou. C'est ce qu'on a utilisé pour ce client. On a fait un chiffrage, ce qu'on appelle un atelier d'extreme quotation pour valider l'alignement budgétaire. C'est bien sûr là qu'on s'est rendu compte qu'on sortait du lot, du gap qu'on s'était fixé initialement. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu réajuster intelligemment. On a fait de la réutilisation de composants sur les pages sans détériorer bien sûr l'expérience utilisateur. On a priorisé le mobile first, le mode desktop. On a complètement abandonné le mode tablette par exemple. Et on a eu enfin un MVP atteignable qui permettait de garantir une livraison rapide et efficace. Et ensuite, durant tout le projet, on a fait des reviews de backlog pour pouvoir intégrer des demandes de dernière minute en faisant une méthode de trade-in, trade-out, parce qu'il fallait bien sûr sortir d'autres fonctionnalités pour pouvoir faire rentrer les nouvelles qui avaient plus de valeur. Alors là, ça a permis de respecter le budget, de tenir les délais, tout en ne laissant pas de frustration au reste des pays locaux. Cette approche, elle a bien fonctionné. Elle a permis d'investir là où la valeur était maximale et d'équilibrer l'impact et l'effort tout au long du projet. Alors, on peut avoir une vision produit claire, on peut avoir priorisé, mais bien sûr, il faut aligner les parties tenantes. Si les personnes ne sont pas alignées, les parties prenantes du projet ne sont pas alignées, on risque de créer des frustrations, des incompréhensions et des priorisations incohérentes. C'est pour ça qu'on a ajouté ce pilier-là pour parler en fait de l'alignement, comment on procède à un alignement et briser en fait les vases clos, les silos. L'enjeu, c'est donc de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction. Alors, pour parvenir, j'ai envie de donner 3 bonnes pratiques. C'est 1,
on implique toutes les parties prenantes dès le début. L'alignement, il ne se décrète pas en cours de route, il se construit dès le départ. Il y a des méthodes comme le design sprint pour pouvoir le travailler, ou du product discover workshop. Alors ça, c'est des ateliers un peu plus longs de 2 à 4 jours où Coralie l'a déjà énoncé dans la vision, parce que ça permet aussi de travailler la vision. Et on repart avec ça pour construire notre backlog aligné. Ensuite, ce backlog-là, il faut qu'il soit partagé. Le backlog, il ne doit pas être une boîte noire tenue uniquement par les équipes produits. Il faut que la matrice de priorisation, elle soit également partagée pour garantir que les décisions sont transparentes et comprises partout. Et ça passe aussi par l'éducation de la valeur business pour éviter que chaque équipe pousse uniquement ses propres propriétés. Donc, ça se passe aussi par mettre en place des rituels d'alignement, et ça évite les déconnexions durant le projet. Un bon alignement, il nécessite quand même des interactions régulières. Ça peut passer par des réunions mensuelles, trimestrielles pour gagner en perspective, du backlog review ou des PI planning. C'est sur quoi on va s'attarder un petit peu avec un projet qu'on a actuellement et qui marche plutôt bien. C'est un acteur majeur en fait de la livraison de fleurs et de cadeaux qui a décidé de concevoir une architecture composable e-commerce scalable, mais à l'échelle européenne. Alors eux, historiquement, la difficulté, c'est que issus de plusieurs rachats et de pays différents, en fait, il y avait des silos initiaux qui s'étaient créés, et les coûts de gestion et de maintenance supplémentaires, il y avait voilà, ça a créé des équipes dispersées, des décisions qui étaient parfois prises en parallèle et pas forcément alignées. Ça s'est accentué avec le confinement. Ça devenait essentiel pour cet acteur d'améliorer les processus. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. Et l'idée, c'était de briser ces silos. Alors pour cela, on a mis en place le PI Planning. C'est un atelier de 2 jours qui se passe tous les 3 mois. Et l'idée, c'est de partager en fait la vision à moyen et long terme. Et à la fin du PI Planning, d'avoir toutes les équipes qui repartent avec un backlog produit commun et un engagement commun clair. Là où, voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde va s'engager sur ce backlog-là. Le premier jour, en fait, le sponsor du projet, il est présent. Donc ça, c'est important. On a vraiment les sponsors, les équipes marketing, les stakeholders qui sont là, qui nous exposent et nous partagent les attentes et les évolutions nécessaires pour atteindre cette vision. Et ensuite, les équipes, elles se séparent un peu, elles prennent le relais, elles discutent, mais elles vont se voir aussi pour voir les dépendances. C'est ça qui est intéressant. Elles vont chercher des solutions ensemble et constituer ce backlog qui est pour chacune, mais qui est aussi commun. Avec cette approche-là, le client, il a pu transformer vraiment la manière dont ses équipes collaborent. Les silos, ils ont été brisés, et les équipes, surtout, elles repartent en confiance et elles collaborent. Voilà, donc j'avais envie de vous espérer. Le PI planning, ça peut être aussi un release planning, c'est pas forcément, voilà, mais un atelier où tout le monde est présent en début de projet. Alors, durant ces trois piliers, on a énuméré aussi certains rituels, pas mal de rituels et d'outils. Et c'est pour ça que Coralie peut nous partager aussi peut-être ces rituels et outils qu'elle affectionne plus particulièrement, et surtout vous convaincre que c'est important d'avoir les bons outils et les rituels adaptés. Exactement, on en a pas mal parlé pour tout ce qui est un backlog refinement par exemple pour la priorisation, le fait de pouvoir s'aligner avec des outils et des rituels comme le PI planning. Pour être garant de ces 3 piliers et s'assurer qu'on va toujours poursuivre la même vision, qu'on va toujours bien prioriser, que toutes les équipes sont toujours alignées, c'est indispensable d'avoir une bonne organisation en mettant en place les rituels et outils adaptés. Par rituel, on peut entendre les rituels agiles qui sont une méthode qui se plie très bien à cette approche et vision produit,
qui va très bien soutenir le fait de conserver les équipes alignées, le fait de pouvoir prioriser régulièrement, le fait de se remettre en question et de pouvoir garder le cap en permanence. Donc, avec un sprint planning, on va pouvoir vraiment planifier et très régulièrement, donc toutes les 2 semaines, tous les 1 mois, reprioriser exactement ce qui va être essentiel pour le business et pour nos utilisateurs. Grâce au daily, on va s'assurer de la cohérence au jour le jour et pouvoir réagir très rapidement en cas de bug majeur par exemple ou en cas de réévaluation des priorités. La rétro permet les rétrospectives permettent de se remettre en question et de se challenger, de pouvoir en continu s'améliorer. Donc là, on a parlé un petit peu des rituels agiles qui peuvent soutenir ces 3 premiers piliers. On a également les outils collaboratifs, donc Joël l'a cité, mais la transparence et le fait de pouvoir partager avec toutes les équipes l'ensemble du backlog, l'ensemble de la vision, de toute la priorisation qui est faite, c'est ce qui aide à maintenir une vision claire et un alignement pour toutes les équipes. Donc, dans les outils collaboratifs qu'on peut citer, on va avoir du Trello, Jira, Notion, tous ces outils collaboratifs qui permettent de partager avec tout le monde, que ce soit de la documentation, mais aussi tous les tickets, toutes les spécifications, avoir une vision sur le backlog, avoir un Kanban avec une vision très facile de ce qui est en cours des prochaines priorisations. Un autre outil dont on a un petit peu parlé avec l'exemple de Hydro, c'est le MVP. Le MVP, donc c'est le Minimum Viable Product. C'est ce qu'on peut appliquer à la fois au niveau de la feature, mais aussi au niveau du projet. C'est donc mettre le moins d'efforts possible tout en répondant aux besoins pour tester très rapidement si notre idée est la bonne. Donc, tester avant d'investir trop. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez répliquer vraiment partout. C'est très bidon peut-être de reparler beaucoup du MVP, mais c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement. On a facilement tendance à vouloir un petit peu satisfaire ou toutes les équipes ou tous les clients. Et c'est là que la vision aide beaucoup. Se remettre en tête quelle est la vision et quel est l'objectif que je cherche à atteindre. Ça permet de bien se focaliser, de prioriser les bonnes choses pour sortir un MVP qui va pouvoir nous permettre de tester rapidement sans trop investir. Et enfin, des ateliers d'alignement continu, donc pas seulement au début du projet comme Joël l'a bien expliqué, mais bien tout au long du projet, à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle feature, réimpliquer toutes les parties prenantes pour faire ce type d'atelier d'alignement, de cadrage, de conception d'une feature tous ensemble. Donc tous ces outils, ces rituels, il y en a énormément, mais en tout cas ici, ce sont ceux qu'on utilise nous au quotidien. Et ces rituels permettent notamment de se remettre constamment en question et de pouvoir pivoter ou reprioriser en fonction de ce qu'on aura pu mesurer ou de ce qu'on aura pu apprendre des utilisations de nos features ou de notre produit. Et c'est le cinquième pilier, dont Joël va pouvoir nous parler maintenant. Comment mesurer en continu et pouvoir s'adapter, ce qui est donc permis grâce notamment à ces rituels agiles. Oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est le pilier le plus important parce qu'ils ont tous quand même un lien entre eux. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se passer de l'un, mais celui-ci, je pense qu'il est très important. Et comme j'aime bien la petite phrase, voilà, c'est un produit sans mesure, c'est comme un avion sans tableau de bord, on avance, mais on ne sait pas où on va. Voilà, en fait, c'est pareil. Si on peut avoir une vision produit, on peut avoir une priorisation de bien pensée, des équipes alignées, des outils adaptés. Mais si on ne mesure pas l'impact de nos décisions, on va avancer à l'aveugle. Alors, pourquoi la mesure? Elle est essentielle. Un produit ne doit pas rester figé sur une roadmap établie en amont. Ça, on l'a déjà vu auparavant. Coralie l'a également très bien expliqué. Il doit évoluer en fonction des résultats observés, des retours utilisateurs et des tendances du marché. Et la mesure du succès, elle ne repose pas simplement sur le fait d'avoir livré la fonctionnalité. Ce qui compte, c'est son impact réel. Est-ce qu'elle est utilisée? Améliore-t-elle l'expérience client et génère-t-elle de la valeur business? Comment mettre en place un suivi efficace?
suivre des bons KPI pour mesurer l'impact réel. Ça, c'est déjà, il faut trouver les bonnes mesures, les bons KPI à mesurer. Alors, on peut avoir le taux d'adoption, combien d'utilisateurs actifs ou sont allés consulter le site dans les 30 derniers jours ou suite à la livraison de ma nouvelle fonctionnalité. Quel est le revenu généré? Ça peut être intéressant aussi. Une nouvelle fonctionnalité, est-ce qu'elle a permis d'augmenter les ventes? La satisfaction client aussi est un bon KPI pour mesurer. Alors là, on peut utiliser des outils. Vous pouvez aller voir aussi quels sont, je vous les enverrai également, ce qu'on appelle le score NPS, le Net Promoter Score. Il y a aussi l'indice de satisfaction client, c'est SAT. Je vais vous mettre tout ça en détail dans le chat pour que vous puissiez aller voir ce que c'est exactement. Puis, une fois qu'on a choisi nos KPI, il va falloir les suivre. Donc, il va falloir mettre en place des dashboards de suivi en temps réel afin d'avoir une vision consolidée des métriques pour prendre ensuite les décisions éclairées. Et à cela, intégrer une culture de test and learn pour ajuster en permanence. Alors, pour le test and learn, chez Calliope, on aime bien les tests AB testing, qui permettent de confronter deux versions et de les faire tester par des vrais utilisateurs avant de trouver celle qui convient le mieux ou de la réajuster et avant de généraliser une fonctionnalité. C'est ce qu'on a d'ailleurs mis en application avec un de nos projets et que je vais vous partager. Voilà, parce qu'il y avait une forte attente en fait de savoir que ce qu'on allait concevoir allait vraiment répondre aux attentes des utilisateurs. La mission en fait, c'était de créer une plateforme tout en un pour les recruteurs indépendants en fusionnant 3 de leurs outils existants en un seul et également d'intégrer des fonctionnalités innovantes. Alors, l'objectif, il était clair, améliorer la performance des recruteurs, leur donner plus de visibilité sur leur activité. Mais plutôt que de développer un produit en espérant qu'il fonctionne, avec Calliope, on a misé sur une approche plutôt user-centric et on a fait un suivi rigoureux à chaque étape. Dès le départ, on a structuré notre approche autour de la donnée. On a fait des interviews utilisateurs et des tests exploratoires pour identifier les véritables pain points. On a fait ensuite une cartographie détaillée des parcours utilisateurs pour s'assurer que chaque fonctionnalité avait un sens. Et ce qui a fait vraiment la différence, c'est ensuite la phase de test et d'adaptation continue. On a créé un prototype interactif pour simuler l'expérience réelle. Alors, il a été créé sur Figma. On a fait 80 tests utilisateurs. C'était pas modéré. Et on a collecté des retours en temps réel. Chaque feedback, ensuite, il a été quantifié, analysé et on a pu faire immédiatement les ajustements nécessaires pour modifier et intégrer ces retours dans la roadmap produit. Grâce à cette approche, on n'a pas attendu le lancement du produit pour valider son efficacité. On a optimisé chaque test et ça a permis de renforcer l'expérience et d'éliminer toutes les frictions avant même la mise en production. Alors, un petit chiffre quand même, parce que sur ce projet-là, il y a eu quand même une augmentation de 40% du chiffre d'affaires et une plateforme qui répond aux besoins réels des recruteurs conçue avec et pour ses utilisateurs. C'est pour ça que piloter un produit par la mesure, ne pas avancer à l'aveugle, c'est s'assurer que chaque évolution produit est réellement utile et que chaque décision est prise sur des faits et pas des intuitions. Alors, on vient de voir par des cas concrets nos 5 piliers que vous pourrez utiliser pour des refontes de plateformes, des MVP, des transformations digitales. Et on a enfin l'approche produit pour piloter par la valeur, qui est un levier en fait stratégique. Maintenant, vous avez toutes les clés, je pense, pour changer votre approche. Mais savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, c'est une chose. Par contre,
il y a quand même quelques pièges qu'il faut éviter et Coralie va faire un petit aparté sur ces pièges à éviter. Exactement, donc on en a déjà beaucoup parlé, mais il ne faut pas confondre voilà, vitesse, nombre de features, nombre de développements. En fait, il ne faut pas confondre efficacité avec l'impact. On peut être très efficace opérationnellement parlant, on peut être capable de livrer énormément de choses, on peut être capable de respecter un budget et une deadline sans pour autant avoir apporté de la valeur à l'entreprise, de la valeur à nos utilisateurs ou avoir eu un impact réel sur le business. Quelques pièges qu'on retrouve fréquemment chez nos clients et sur lesquels on peut les accompagner au travers des différents piliers qu'on vous a présentés et des outils qu'on met en place. Ça va être le mode projet rigide, par exemple. Donc, beaucoup d'entreprises ont toujours cette idée et cette approche traditionnelle d'avoir un scope très figé, un peu à la manière d'un cahier des charges, avoir un certain délai à respecter et un budget fixe. Ça, dans le digital, c'est très compliqué aujourd'hui à tenir parce que lorsque l'on rentre avec un cahier des charges très figé au début d'un projet, le temps qu'on développe tout le produit et qu'on le sorte 6 mois ou 1 an après, beaucoup de choses auront pu évoluer, que ce soit dans les usages du digital, que ce soit dans les approches des équipes, parce qu'au fur et à mesure de construire un projet, on peut vouloir avoir d'autres idées de features, tester de nouvelles choses, voire s'inspirer d'autres features, d'autres clients qui fonctionneraient mieux et qu'on voudrait faire évoluer. Donc, ce mode projet rigide ne va pas laisser assez la place à l'itération et du coup, notamment à la mesure et à la réadaptation des équipes en fonction de ce qu'on aura pu mesurer. Donc, c'est une des difficultés qu'on adresse aujourd'hui. Une deuxième, ça va être l'agilité sans vision produit. Être agile, c'est très bien, c'est se rencontrer régulièrement, conserver un alignement. C'est en théorie beaucoup déployer et constamment réévaluer les features qu'on a. Sauf que l'agilité sans une bonne priorisation et sans savoir la direction que l'on suit, ça apporte un backlog qui n'a pas forcément de sens, qui n'a pas de cohérence et un produit qui ne va pas vraiment répondre ni à un utilisateur ou à un type d'utilisateur en particulier, ni à des objectifs business. Donc l'agilité sans vision produit, c'est presque dangereux parce que justement, ça apporte tout un lot de déploiement en masse de features sans qu'on se soit réellement posé la question de ce que ça apporte. Et enfin, pour contrer un petit peu le mode projet rigide, on voulait aussi vous parler de l'approche produit sans les contraintes projet. On l'a dit en introduction, un produit sans les contraintes projet et les contraintes du marché en réalité, tout ce qui va être, j'ai quand même un budget à respecter, j'ai quand même des deadlines à respecter. Un produit qui va pas prendre en compte ces contraintes business peut apporter un produit non viable sur le long terme et des décisions qui sont pas en phase avec la réalité ni du marché ni du business de l'entreprise. Donc c'est tout un tas de petits pièges à éviter et au final un équilibre à trouver, l'équilibre qui va fonctionner le mieux dans votre entreprise. Il n'y a pas de recette miracle, c'est beaucoup d'adaptation, voilà, de travail sur qu'est-ce qui va bien fonctionner pour moi, pour mes équipes, pour mon objectif. Et c'est tout un travail d'équilibriste à trouver pour que ça fonctionne au mieux pour vos équipes. Et enfin, on voulait donc conclure ce webinaire par 3 actions concrètes à appliquer dès demain. Les piliers sont des choses qu'il faut garder en tête un petit peu au quotidien et essayer de les appliquer un petit peu au jour le jour, mais peut-être que c'est très conceptuel. Donc, on voulait conclure ce webinaire en vous apportant 3 outils très concrets que tout le monde peut tester demain. Et du coup, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Nous, on peut vous accompagner si vous avez des cas concrets sur lesquels les outils peut-être ne fonctionneront pas. Mais ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est d'abord définir la vision. Donc, vous posez la question, est-ce que je suis capable de décrire en une phrase ce que fait mon produit, pour qui, pourquoi? Sinon, il serait intéressant de travailler sur un atelier du type Product Vision Board pour citer celui qu'on a utilisé avec notre client, mais
Vous posez cette question-là, réfléchir, est-ce que je suis capable instinctivement de décrire cette phrase? Et est-ce que si je pose la question à mon voisin de l'équipe marketing, de l'équipe du design ou des développeurs, est-ce qu'on a tous la même phrase? Travailler votre vision, c'est le socle de toute la suite. De la priorisation sans la vision, ça va pas forcément faire sens. L'agilité sans la vision produit non plus. Donc c'est une très bonne première démarche à appliquer dès demain. Oui, alors la deuxième démarche, ça va être travailler sur votre priorisation. Vous pouvez prendre 2 ou 3 fonctionnalités que vous avez dans votre backlog et essayer de faire l'exercice de prioriser toujours voilà, la valeur, une échelle, vous utilisez un outil comme Mosco, VS l'effort. Et à cela, vous allez avoir une feature qui va sortir en premier normalement. Et l'idée, c'est qu'à partir de cette feature, vous passiez à la troisième phase et vous choisissiez un KPI pour la mesurer et vous tentiez de réitérer dessus pour l'améliorer. Une fois le changement en place, prenez le temps d'analyser les effets. Est-ce que le KPI est amélioré? Si oui, allez encore plus loin. Sinon, ajustez et testez à niveau. Vous avez les clés en main, il ne vous reste plus qu'à essayer à présent. Et on est ravis d'avoir pu présenter ce webinaire avec Joël. J'espère qu'on a su vous apporter quelques pistes de réflexion, quelques outils que vous pourrez utiliser dès demain. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit nous personnellement, que ce soit Calliope à travers le site, si vous avez des projets sur lesquels on pourrait vous accompagner demain. Merci à vous, merci de nous avoir rejoints. À bientôt, j'espère. À bientôt.